l'épidémie de syndrome dystonique facio-tronculaire qui a sévi l'an dernier au Congo. Alors, l'épidémie a débuté à la fin de l'année 2014 lorsqu'un premier cas suspect de méningite a été enregistré dans la zone de santé de Hariwara. Très rapidement, d'autres cas suspects de méningite ont été enregistrés dans cette zone de santé, mais également dans les deux autres zones de santé voisines qui étaient Laibo et Adja. Comme vous le voyez sur cette figure, ces trois zones de santé font frontière avec l'Ouganda et le Sud-Soudan. Le ministère de la Santé s'est alors rapproché de MSF pour avoir un support pour répondre à cette épidémie supposée de méningite. Lorsque les équipes MSF sont allées sur le terrain, très vite, ils se sont rendus compte que les signes cliniques que présentaient les patients n'étaient pas caractéristiques d'une méningite typique. Il y avait bien sûr la raideur de la nuque. Elle n'était pas associée avec de la fièvre et était associée avec d'autres signes cliniques qui étaient une hypersalivation, le regard plafonné, une protrusion de la langue et des contractures musculaires. Les résultats de laboratoire ont également montré que les observations sur le terrain ne correspondaient pas avec la méningite, puisque sur les 80 échantillons de liquide céphalorachidien qui ont été analysés, plus de 90% étaient clairs, et sur les 71 pastorex qui ont été testés, seuls 3 étaient positifs pour la méningite. Donc très rapidement, l'hypothèse d'une méningite en fait, a été éliminée, laissant place à un certain nombre d'interrogations. Donc des experts ont été consultés et après plusieurs semaines, voire quelques mois de discussion, le syndrome extrapyramidal qui était observé a été rattaché à un syndrome appelé syndrome dystonique facio-tronculaire qui est relativement typique d'une intoxication médicamenteuse par un neuroleptique. Donc nous avons mené une investigation en étroite collaboration avec MSF Suisse pour essayer de décrire cette épidémie et essayer de comprendre en fait ce qui se passait dans cette zone. Au total, 1029 cas de syndrome dystonique ont été enregistrés entre décembre 2014 et août 2015 dans ces 3 zones de santé. 11 décès ont été enregistrés et les patients répondaient favorablement au traitement qui était un traitement symptomatique qui était en première intention du bipéridène. Le bipéridène, c'est un anticholinergique qui est souvent utilisé pour corriger les effets des neuroleptiques quand ils provoquent des syndromes parkinsoniens. En seconde intention était donné du diazépam, qui est connu sous le nom de Valium, qui a des effets anticonvulsivants, myorelaxants et qui était aussi bien toléré par les patients. Donc, des échantillons d'urine de 9 patients ont été recueillis pour essayer d'analyser et voir en fait quelles molécules pouvaient contenir ces urines. Et donc, des analyses très minutieuses ont permis de mettre en évidence la présence d'allopéridol dans les urines avec des concentrations variables, mais qui restaient tout de même très élevées. L'allopéridol, c'est donc un neuroleptique. Nous nous demandions en fait par quels moyens finalement les patients consommaient cet allopéridol. Il y avait plusieurs hypothèses et nous avons recueilli en fait des médicaments qui étaient soit pris par les patients, soit nous avons acheté des médicaments dans les pharmacies environnantes et des analyses toxicologiques ont également permis de mettre en évidence la présence d'allopéridol dans un comprimé qui était supposé être du diazépam et qui finalement comprenait 100% d'allopéridol. Donc, dans ce contexte général, nous avons en fait mené une étude analytique pour essayer de rechercher les facteurs de risque qui étaient associés à l'apparition de ce syndrome dystonique facio-tronculaire dans la zone de santé de Adja. C'était la zone de provenance majoritaire des cas. Nous nous demandions si le diazépam, le comprimé supposé de diazépam était le seul responsable de cette intoxication ou s'il y avait d'autres comprimés. Et puis nous nous questionnions aussi pour savoir en fait quel était finalement le parcours de soins qui favorisait en fait ces syndromes. Nous avons mené une étude cas témoins
appariés, monocentriques, avec une sélection prospective des patients. Les patients étaient recrutés dans le centre de prise en charge MSF qui centralisait tous les patients dystoniques. Et nous avons apparié pour un cas de témoins qui étaient appariés en termes d'âge, de sexe et de lieu de résidence. Nous avons interrogé chaque sujet pour savoir en fait la consommation de médicaments qu'ils avaient eu dans les 7 jours avant l'interrogatoire, et nous avons collecté auprès de tous les cas des urines, des échantillons d'urine. Nous avons fait pour un sous-groupe de témoins aussi une collecte d'urine, et lorsqu'il était possible, lorsque les personnes avaient sur elles des comprimés, nous avons aussi collecté les médicaments qu'ils déclaraient avoir pris dans les 7 jours. Donc, au total, 36 cas et 71 témoins ont été inclus sur la période de l'étude qui a duré à peu près 1 mois. Et comme vous pouvez le voir, une majorité étaient des enfants. L'analyse des urines, donc pour l'ensemble des cas, a été positive à l'halopéridol, donc montrant ainsi vraiment que l'halopéridol était en cause. Et pour le sous-groupe de témoins, donc sur les 71 témoins, nous avions eu 20 échantillons d'urine. Sur ces 20 échantillons d'urine, 4 étaient positifs à l'halopéridol, bien que ces personnes n'avaient pas de signe de syndrome dystonique. Concernant en fait les comprimés qu'ils avaient pris, comme il était difficile en fait dans cette zone de nommer en fait les médicaments, nous avions construit le questionnaire de manière à ce que les personnes puissent décrire les médicaments, les décrire en termes de couleur, de taille, de forme. Donc les comprimés décrits comme blanc, grand et rond et jaune, petit, rond ont été en fait très associés en fait au fait d'avoir ce syndrome dystonique. Et au cours de l'étude, c'était pas prévu au départ, nous avons remarqué en fait que les personnes allaient souvent consulter dans les centres de soins. Donc en accord avec le ministère de la Santé local, nous avons analysé les prescriptions médicales qui étaient données, ce qui nous a permis en fait de voir que les comprimés décrits comme blanc, grand et rond étaient corrélés aux prescriptions de paracétamol, et que les comprimés décrits comme jaune, petit, rond étaient corrélés aux prescriptions de diazépam. Nous avons pu, donc, comme je vous le disais, collecter des médicaments auprès de cas et aussi de témoins, les médicaments qu'ils avaient pris dans les 7 jours. Parmi ces 37 comprimés, 15 types de paracétamol ont été collectés et 6 types de diazépam ont été collectés. L'analyse toxicologique a montré vraiment que seul le comprimé supposé de diazépam avec une inscription AGOG, donc le comprimé jaune petit rond, contenait de l'halopéridol à 100%. Nous avons également pu montrer que finalement, les patients qui allaient dans les centres de soins, c'était eux qui étaient les plus à risque d'avoir le syndrome dystonique, puisque c'était là-bas qu'on leur prescrivait cette molécule. Donc cette étude a vraiment confirmé l'hypothèse que l'halopéridol était la cause de l'épidémie, que le diazépam était le responsable. Le diazépam en fait vendu sous l'enseigne Agog Pharma, qui est une industrie pharmaceutique indienne qui a des succursales en Ouganda. Grâce à un rapport rapide, l'OMS a pu lancer une alerte en juillet 2015, ce qui a conduit le ministère de la Santé du Congo à interdire la prescription de diazépam dans cette zone, ce qui a permis de diminuer le nombre de cas dans un premier temps et ensuite d'éliminer complètement l'épidémie. L'investigation est toujours en cours pour essayer de comprendre un peu finalement d'où venaient ces molécules. Je vous remercie pour votre attention. Many thanks, Florentina.